Je suis contente de cette disposition en demi-cercle parce que ça va nous permettre d'avoir un temps un peu plus interactif et partir de vos exemples concrètement d'idées un peu que vous avez ou de problématiques sur lesquelles vous souhaitez être mobilisés sur les prochains mois ou les prochaines années pour vraiment influencer des lieux de pouvoir et des personnes décisionnaires pour changer la loi. Pour commencer, je vous propose de faire un petit quiz. On va voir ensemble des affiches, des textes, des infos et l'idée c'est de décider ensemble à main levée si c'est du plaidoyer ou si ce n'est pas du plaidoyer. Hop, on commence avec la première. Tous les mois de novembre, on a une campagne Moi sans tabac que vous devez voir un peu ces affiches que vous voyez chez votre pharmacien ou votre pharmacienne. Il y a aussi des kits gratuits qu'on se fait distribuer. Il y a un numéro vert qu'on peut appeler. Tout ça, vous l'avez deviné, pour arrêter de fumer. Est-ce que c'est du plaidoyer ? Alors, qui pense que c'est du plaidoyer et qui pense que c'est... Alors, qui est pour plaidoyer ? Attention, il faudra nous dire pourquoi. Attention. Le fait que ça soit... moi, je vois ça comme une action plaidoyer, quoi. Le fait qu'il y ait des infos avec un numéro, ça incite à... Ouais, voilà, moi je vois ça comme une action plaidoyer, comme un appel à mobilisation. Mm-hmm. Vous pouvez me rappeler votre prénom ou ton prénom ? Fred. Très bien, enchanté Fred. Très bien Fred, on va écouter Jérôme qui derrière toi a peut-être une réponse. Oui, moi j'ai eu l'impression que plaidoyer ça s'adressait plutôt à des décideurs pour les influencer dans les décisions que vous allez pouvoir prendre qui influenceraient alors que là ça s'adresse plutôt à une décision individuelle. Ça s'adresse à tous les fumeurs aussi. Plutôt. Alors, moi je suis d'accord avec toi Fred dans le sens où effectivement c'est un peu... la confusion existe parce que en fait ça plaide pour quelque chose, ça plaide pour une cause et une cause qui est plutôt juste, qui est celle d'arrêter de fumer. Mais effectivement ça vise un changement de pratique individuelle, de pratique de personnes, mais pas des pratiques, mais pas des décisions publiques et pas des lois. Donc c'est pas exactement une campagne de plaidoyer. Par contre, on peut faire des campagnes de plaidoyer au niveau de nos représentants et représentantes politiques pour qu'ils et elles créent des cadres législatifs pour que les gens arrêtent de fumer. C'est la même chose pour toutes les campagnes de sensibilisation. Toutes les affiches qu'on a vues sur le vaccin, sur les gestes barrières, tout ça, ça vise des comportements et des pratiques individuelles et donc ça n'est pas du plaidoyer. Ensuite, nous avons ici une photo qui a été prise lors d'une manif organisée par Extinction Rebellion. Je crois que Jean-Marie en parlait tout à l'heure. On ne voit pas, mais il y a un militant et une militante qui diffusent des tracts, des petits autocollants sur la dangerosité des OGM et qui discutent avec les personnes présentes dans cette manifestation ou des passants et des passantes. Est-ce qu'on est face à du plaidoyer ? Alors, quelqu'un me répond ou quelqu'une me répond. J'ai envie de dire que c'est pas du plaidoyer, ça peut être un outil de plaidoyer, mais c'est pas du plaidoyer. Super, c'est un mode d'action de plaidoyer, c'est un outil qui peut servir lorsqu'on... Ça servira du plaidoyer, mais c'est pas du plaidoyer. Exactement. Quand on fera et quand vous ferez des super campagnes de plaidoyer pour faire tomber Monsanto, vous pourrez utiliser cet outil-là, aller en manif et diffuser des tracts en expliquant précisément pourquoi c'est super dangereux pour tout le monde. On continue. Ici, on a à Ouagadougou, des ateliers de planification familiale. Donc, c'est des femmes qui s'auto-organisent dans une association de planification familiale et qui discutent sur les droits et santé sexuelle et reproductifs. Et c'est pour un public jeune. Là encore, la même question. Est-ce qu'on est face à du plaidoyer ? Non, c'est la sensibilisation pour moi. De la sensibilisation, de la prévention communautaire. Maintenant, imaginez que cette même femme qui est debout, avec d'autres collègues à elle, soit accueillie par une association en France qui organise pendant une semaine un atelier où elles échangent avec
des députés sur le fait que l'aide publique au développement, la France vote un budget d'aide publique au développement, c'est un budget qui va à des pays notamment dans le sud, et imaginez qu'il y ait cette délégation qui va rencontrer des députés. Là, on est pile dedans. On a une cible, c'est les députés. Exactement. Et qu'est-ce qu'on a comme objectif ? Allez faire changer la loi. Faire augmenter le budget de l'aide publique au développement. Et qu'une partie de cette aide aille directement à la question de la santé sexuelle et reproductive. Je t'ai coupé, excuse-moi. Non, je disais qu'il faut qu'il y ait la dimension politique, en fait. Oui, exactement. C'est bien résumé, Christine. Alors, nous avons une campagne que vous devez connaître pour les personnes qui habitent Besançon. Une campagne de sensibilisation pour la sécurité routière. Je passe vite parce que je crois que vous avez compris le principe. On n'est pas sur du plaidoyer. Mais c'était pour faire un clin d'œil à Besançon. Alors, nous en avons une qui est un peu un piège. Là, c'est un forum des associations dans le 13e arrondissement de Paris. C'est la sympathique association France-Palestine Solidarité qui tient un stand de soutien au peuple palestinien. Vous voyez, il y a 2-3 babioles sur le stand. À côté, ça vendait aussi de l'huile d'olive, des t-shirts, des trucs comme ça. Est-ce qu'on est face à du plaidoyer ? Oui et non. Oui et non. Oui et non, parce qu'on est dans de la sensibilisation du public qui passe sur le festival. Ouais. Mais il peut y avoir aussi des élus qui viennent inaugurer le festival et qui vont être sensibles à cette propagande. Exact. S'il y a des pétitions à signer, Exactement. Exactement. Il y a une tonne de papier en face. Et si là-dedans, il y avait, l'association, comme d'autres associations de soutien à la Palestine, se mobilisent par exemple pour... comment ça s'appelle comment le plus ancien Georges Abdallah, je crois que ça s'appelle comme ça. Georges Ibrahim Abdallah. Donc par exemple, imaginons qu'on ait une pétition pour demander la libération de Georges Ibrahim Abdallah parce que c'est le plus ancien prisonnier politique de France et que il y a du passage sur le stand et que derrière tout le monde dit ah ben oui, j'étais pas au courant, je signe, ou d'autres personnes qui disent non, ça m'intéresse pas et qui signent pas. À la fin de la journée, on a 100 000 signataires. C'est un super outil de plaidoyer. On peut, à partir de là, et je pense que ça a été fait et refait par les personnes, interpeller nos politiques en disant regardez, on a rencontré 100 000 personnes qui ont signé la pétition. Les stands en festival, c'est quelque chose où on arrive à... on arrive à avoir plein de signatures en général sur les pétitions et c'est un outil qui est quand même très efficace par la suite. Mais à ce moment-là, ça serait une étape préparatoire au plaidoyer. Mais est-ce que ça serait considéré vraiment comme du plaidoyer ? S'il y a des signatures de pétitions, c'est à viser, c'est une pétition qui va interpeller des politiques, c'est que ça a une visée de plaidoyer. Est-ce que la projection d'un film débat peut être parce que justement j'ai fait un article là-dessus à propos d'un film sur ce sujet-là, justement un film documentaire aussi passé à Besançon en projection débat, et est-ce que ça peut être une action de plaidoyer, de diffuser un film et d'amener le débat, c'est un film militant du coup quoi. C'est intéressant comme question parce que quels sont les liens justement entre mobilisation et plaidoyer, qui sert quoi et comment. Et c'est vrai qu'une journée, un temps de projection débat, en soi c'est de la mobilisation, c'est pour interpeller les gens, le public, mais on peut s'en servir, prendre des photos par exemple lorsqu'on constitue un dossier qu'on veut transmettre à un député. On peut, avec le consentement des personnes présentes, intégrer des éléments photos. On peut se dire qu'avec ce groupe, suite à la projection débat, on peut décider d'un événement sur les réseaux sociaux, sur Twitter par exemple, pour interpeller directement le député suite à cette projection-là. Ça marche pas mal quand même de dire, on mobilise massivement sur un horaire donné en disant...
vous interpellez, je ne sais pas moi, un ministre quelconque, en lui disant vous avez vu ce film-là sur ce prisonnier-là, on a besoin de réponses, ou positionnez-vous, quelque chose comme ça. Donc la mobilisation en soi, elle peut servir d'outil justement pour nourrir le plaidoyer des organisations ou des citoyens et des citoyennes. On a une délégation de leaders autochtones venus dénoncer une loi de Bolsonaro qui, à l'époque, faisait de l'expropriation des terres autochtones. Ces personnes-là ont été reçues par des personnes à l'ONU. Là, on est typiquement dans du plaidoyer vraiment dur et dans des très hauts niveaux de plaidoyer. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur du député local, mais vers les instances les plus importantes en matière de définition de loi. Enfin, je crois que c'est le dernier exemple. Je vous ai pris un rapport qui a été fait par le Centre Hubertine Auclair, qui est un centre de lutte contre les violences faites aux femmes qui est géré par la région Île-de-France, donc par Valérie Pécresse aujourd'hui. Il et elle ont fait un rapport sur l'inceste, très documenté, très riche. Il a été financé par la région Île-de-France. Est-ce que, là encore, c'est la dernière fois que je vous pose la question, est-ce qu'on est face à du plaidoyer, à un rapport de ce type ? C'est un outil de plaidoyer. C'est un outil pour aller interpeller les décideurs. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres compléments ? Non, là on est face à un outil vraiment typique, c'est-à-dire on fait un rapport, on y met toute l'expertise qu'on a sur un sujet, et en fait si ce rapport-là il reste au bureau, ou si ce rapport-là, on se le diffuse entre nous, c'est bien parce qu'on apprend sur ces sujets-là. Mais si on veut en faire un outil de plaidoyer, il faut qu'il y ait à un moment un échange avec un représentant ou une représentante politique. Qui est où, avec quels moyens et combien ça coûte. J'ai deux obsessions dans la vie. Le calendrier et les coûts COUTS, et puis éventuellement. Pour le reste, COUPS, c'est encore un autre problème. Mais le coût COUT, c'est quand même quelque chose de très important. Et dès qu'on ne voit pas le calendrier, ça commence quand, ça finit quand, combien ça coûte. Quelles que soient les opérations, qu'elles soient de manifestation ou qu'elles soient de plaidoyer. Comment on fait ? Donc, comment vous faites pour documenter les dossiers pour que le jour, l'orage au jour J, et combien ça coûte ? Qui est impliqué ? Parce que je doute, alors là, franchement, je doute qu'une seule personne puisse être capable de faire ce boulot. Ben non, évidemment non. Évidemment, quand tu décides de faire la loi de vigilance des multinationales, c'est pas ActionNet qui a décidé de la faire. C'est un collectif d'associations, hein. Il y avait Éthique sur l'étiquette, il y avait le CCFD, il y avait nous, il y avait qui se sont mis ensemble justement pour interpeller les députés, qui ait cette loi. Donc il a fallu qu'il y ait du lobbying, il a fallu qu'il y ait du travail collectif, interassociation en amont, qui a travaillé des années. Donc le budget là-dessus, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Et quand tu dis des années, ça veut dire quoi ? Des années, ça veut dire 10 ans, 5 ans, 2 ans, 3 ans ? Ça dépend. Ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans. Quand tu fais une loi révolutionnaire, je sais pas n'importe quoi, mais là c'était politique, mais la loi contre la peine de mort, ça c'était très politique, c'est Mitterrand qui l'a voulu, donc ça c'était les politiques. Mais quand tu veux faire une loi économique ou quelque chose comme ça, que c'est des ONG qui sont à l'origine, il faut d'abord qu'il y ait un groupe d'ONG qui a envie de le faire, et ensuite qu'elles se mettent ensemble pour travailler, parce que toutes seules elles n'y arriveront pas, et qu'après elles aient des fonds pour ça, et donc elles aient des chargés de mission qui vont bosser, genre Salma peut travailler avec d'autres chargés de mission comme elle sur des sujets sur les droits des femmes en particulier, et elles vont se mettre avec nous toutes, elles vont se mettre avec le CIDFF, elles vont se mettre avec X associations similaires, semblables, avec des objectifs communs, pour aller interpeller les députés pour qu'ils fassent une loi. Et alors après, c'est très compliqué, parce que pour passer une loi, il faut utiliser des niches, ce qu'on appelle des niches à l'Assemblée nationale, parce que autrement les lois, elles sont faites par le gouvernement, qui les planifie, qui les organise, mais il y a quand même des petites niches
Et c'est là-dedans qu'on se casse pour faire passer une loi populaire, entre guillemets, d'origine de la base, de la population. Et donc ça prend un temps fou, et c'est une décision politique des ONG qui décident de faire ça. Et pour faire ça, ben évidemment, c'est les assemblées générales qui décident sur quelle orientation on va aller, sur quel objectif, qu'est-ce qu'on a envie de faire, avec qui, comment, pourquoi, dans quel but, etc. Et après, pour trouver les sous, eh ben, les sous, c'est les dons, c'est les adhésions, c'est des subventions de l'Europe, on a plein de trucs que vous avez déjà vu passer, des papiers de la fédération, où il y a marqué « Ce document a été imprimé et réalisé par l'Union européenne », mais elle ne cautionne pas ce document. Alors c'est le gros parapluie, c'est-à-dire que l'Union européenne est bailleur de fonds de ça, mais c'est pas pour autant qu'ils vont attaquer Mattel, l'Union européenne. Par contre, ils ont fait leur BA, c'est du greenwashing politique, entre guillemets, ils ont fait leur BA en finançant des ONG qui vont faire des actions politiques. Effectivement, il y a cette notion de niche. Il y a aussi les opportunités. Par exemple, on a vu, le collègue mentionnait MeToo tout à l'heure, on a vu que des mouvements d'ampleur de ce type-là créent des bulles d'opportunités où nous, on va s'engouffrer, nous les ONG et enfin, la société civile en général, pour dire, en fait, on a peut-être une opportunité qui n'existait pas dans le calendrier institutionnel initialement, mais qui peut être notre momentum un peu important. Sauf que, et là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, malheureusement, on n'a pas de prise sur le calendrier institutionnel. Oui, justement, donc on n'a pas de prise. On lance notre plaidoyer en coalition parce que les opportunités existent, parce que ça a été validé comme orientation stratégique de l'organisation. Et après, on est dépendant des calendriers qui sont ceux de l'État ou enfin ceux de l'administration qui a été visé. Comment le document est établi et comment il peut faire autorité par rapport à d'autres? Est-ce qu'il est plus original que d'autres? Pour la question, sur les femmes battues, on n'en parle pas, il y en a des millions. 2 millions, j'en sais rien, mais des milliers en France, ça je suis sûre. Bon, alors comment... et c'est ça sur la question des femmes, il y a tellement de choses. Qu'est-ce que ça va donner en plus? On va là où on est le plus utile. Effectivement, il y a des sujets qui sont plus porteurs que d'autres, il y a des sujets qui sont plus financés que d'autres, il y a des sujets qui sont plus visibles que d'autres. Moi, je ne pense pas que les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de valeur, ça soit un filon particulièrement porteur. On le voit parce que c'est particulièrement casse-gueule au niveau financement, par exemple. Mais en tout cas, notre orientation, c'est là où on peut être le plus utile et là où on peut apporter une expertise nouvelle en France et qui n'existe pas. Nous, ce sur quoi on est reconnu, là où il y a de l'expertise, sur ces questions-là, de documenter et de dénoncer les violences qui sont commises en notre nom de consommateurs et de consommatrices des entreprises françaises sur des chaînes de valeur qui aboutissent dans les pays du Sud et qu'on ne voit pas. Là-dessus, moi je le redis, il n'est pas question pour nous de briller seul sur ces sujets-là. Il est aussi, c'est important la question des consortiums ou des alliances de dire que ces questions-là, on reproche pas à Greenpeace et Oxfam de travailler tous les deux sur la justice climatique. C'est bien d'avoir des alliances, c'est bien de pouvoir travailler ensemble et c'est bien de produire une expertise commune. Ce qui me fait revenir à ton point sur comment en fait se font ces rapports-là. Bien entendu, c'est pas la chargée de mission, la chargée de campagne de son côté qui va écrire ça toute seule. On s'entoure d'experts. On a une expertise qui est la nôtre. On développe une expertise depuis plus de 30 ans. Cette expertise-là, elle est réelle. En plus de ça, on s'entoure, typiquement là, quand on parlait tout à l'heure de Sherpa, donc qui est une ONG de juristes qui font du plaidoyer, mais à visée de contentieux, qui font des actions en justice. Typiquement, nous, on bosse avec elles parce qu'on n'a pas ces expertises juridiques. Donc, on va venir se compléter. Là où nous, on va apporter une expertise plus mobilisation terrain,
elles vont apporter une connaissance du contentieux en tant qu'élément juridique. Ensuite, on a toute l'expertise des ONG partenaires. Je vous montrais tout à l'heure le travail qui a été fait sur Mattel en Chine. Ce n'est pas les collègues qui sont allés dans les usines en Chine pour récolter des informations, c'est l'ONG dont je vous parlais tout à l'heure, le China Labour Watch, qui a une expertise de dizaines d'années sur la dénonciation et la condamnation de ce qui se joue en usine. En plus de ça, on s'appuie sur notre secrétariat international. On est 48 ActionAid et chacun de ces ActionAid rédige des rapports, s'intéresse à des sujets, rencontre des experts et des expertes, et il y a une transmission d'informations, ce qui fait que typiquement là, ce rapport-là sur le devoir de vigilance et les violences de genre, ou par exemple le fait que moi actuellement je travaille avec mes collègues au Bangladesh pour mener des campagnes de mobilisation autour de la commémoration tragique des 10 ans du Rana Plaza. C'est pas moi qui vais l'inventer. Mes collègues au Bangladesh ont des liens avec les organisations syndicales où travaillent des ouvrières qui peuvent témoigner de leurs conditions de travail dégradées et dégradantes depuis toujours, mais en lien avec ces 10 dernières années. Donc on a en fait tous ces points de contact, toutes ces expertises qui vont faire qu'on va se dire, en fait, on a un sujet dans les mains et on peut, là on parlait de rapport, mais ça peut être autre chose. Enfin, on en reparlera sur comment on contextualise le problème et comment on identifie le problème sur lequel on veut intervenir, mais effectivement, une des bases pour intervenir, c'est d'avoir une expertise solide et pas de se lancer sur un sujet, en se disant en fait, je vais aller chercher des informations. Nous, on se base sur des expertises qui existent déjà pour pousser la loi à être meilleure. Et sur le calendrier, peut-être. Je sens qu'on n'est peut-être pas... on ne parle pas exactement de la même chose, mais effectivement, on peut imaginer une frise un peu d'opportunités en termes de calendrier sur lesquels qui peuvent bénéficier à notre plaidoyer. D'abord, on a des processus de consultation un peu officiels, des négociations de budget, des choses qu'on connaît. Je parlais tout à l'heure de l'aide publique au développement. Les dates, on les connaît. On sait quand est-ce que les députés se réunissent et décident ensemble que cette année, ça va être tant de budget. Est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins? Donc, on a ces consultations officielles et on a ces négociations qui sont définies et qui sont consultables sur les internets des administrations. Ensuite, on a les dates symboliques. Sur les plaidoyers, c'est intéressant de se dire, en fait, je vais travailler sur les droits des femmes. Tiens, ça serait intéressant que mon rapport il soit publié le 8 mars ou le 25 novembre autour de la journée de lutte contre les droits, contre les violences faites aux femmes. Exactement. C'est aussi pour ça que le rapport Mattel va être publié à la veille de Noël. Ensuite, on a également des réunions, des sommets internationaux. On sait par exemple qu'il y a le G7 et que c'est un bon moment pour dire nous, on n'y avait pas participé, on avait participé au contre-G7, mais quand même, on se dit c'est intéressant pour sortir une information où il y a une fenêtre qui s'ouvre. Donc voilà, toutes ces dates-là nous permettent aussi d'identifier des fenêtres médiatiques. On va avoir, les ONG, surtout comme les nôtres, qui ne sont pas très grandes, on a des toutes petites fenêtres d'intérêt médiatique et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de s'allier avec des assos plus conséquentes en termes d'adhérents, d'adhérentes et d'impact. Et on va identifier ensemble des fenêtres médiatiques qui vont faire qu'on va se dire, en fait là, en contactant Mediapart, a priori, ils devraient être intéressés par le sujet qu'on leur propose. Et tout ça, c'est un peu le calendrier, du coup, qui est difficile à définir comme ça, sans avoir d'exemple précis en tête. Le calendrier va s'articuler autour de ces dates plus ou moins importantes dans l'année et puis autour de l'examen d'une loi qui va faire les passages entre le Sénat et l'Assemblée nationale. En termes de dates importantes, on a profité, et on en profite en ce moment, de la présidence française de l'Union européenne pour faire avancer la loi européenne, la directive européenne sur le devoir de vigilance. Là, on est en train de faire un forcing là-dessus
avec les autres ONG qui travaillent sur le devoir de vigilance pour la faire adopter par l'Union européenne pendant la présidence française. Et ça, c'est une opportunité qu'on utilise parce qu'on sait que la France est là et que les médias européens suivent la France là-dessus. Voilà, on utilise ça. On a utilisé la COP21 pour le climat. On a fait des super manifs à Paris pendant la COP21, c'était en 2015. Ouais, j'ai vu de photos. Ouais, pour essayer de faire avancer les choses. Voilà, on utilise des opportunités toutes les fois qu'on peut. Après, il y a la vie quotidienne des ONG, etc. Mais quand on a des fenêtres de tir, comme on dit, on les utilise. Exactement. Oui, c'est un peu près ça. Et on est tributaire de ces dates-là qui nous dépassent. Mais effectivement, en ce moment, il y a la France il y a la présidence française de l'Union européenne. Et c'est vrai que c'est un bon moment pour faire avancer notre agenda. Est-ce que ça répond à une partie de tes questions ? Et il y avait la question du coût. Comme tu peux t'en douter, le coût diffère. Typiquement, là, pour faire un rapport, ça c'était la traduction du chinois vers le français et du temps de travail, d'aller solliciter les médias, d'aller contacter une base de journalistes qu'on avait par ailleurs déjà, des différentes campagnes. C'est du temps de travail de la chargée de mobilisation qui va organiser un rassemblement devant Lafayette où on va être déguisé en Barbie ou des choses comme ça. Mais après, sachant sur le devoir de vigilance, il faut imaginer un plaidoyer qui a duré pendant 7 ans. Et pendant 7 ans, il y avait un peu moins, pardon. Ça doit être plus 5 ans. Oui, peut-être 5 ans, ouais. Ça va être des chargés de mission, des experts, des expertes qui vont venir au travail, qui vont se déplacer à Bruxelles pour faire du plaidoyer, on a invité des ouvriers, ouvrières qui sont victimes de ces violations sur ces chaînes de valeur-là. On va les inviter en France, on va les inviter par exemple à Bruxelles, on va les inviter dans un rassemblement, etc. Tout ça va servir le but du plaidoyer et tout ça coûte de l'argent. Et du coup, c'est compliqué de quantifier à partir du moment où c'est étalé sur plusieurs années et que ça mobilise tant de ressources et tant de personnes pour un seul but. Pour la Convention 190 de l'OIT qui a été ratifiée il y a 2 ans à peu près. Oui. Il y a à peu près 2 ans à Genève. On a fait venir des partenaires du Guatemala qui sont allés à Genève et qui sont passés par le Jura, parce qu'elle en a profité. Ah, super chef. Elles étaient passées par le Jura. On a fait venir des Brésiliennes aussi, je ne sais plus sur quelle occasion c'était. Je ne sais plus, mais il y a un syndicat Aztec là, de Brésiliennes qui vient également à la fin de l'année. Et là, le Guatemala, c'est un syndicat de travailleuses domestiques qu'on soutient à la fois financièrement et à la fois stratégiquement quand il y a besoin de renforcement de capacité, etc. Nous, on a accès à des espaces de pouvoir, entre guillemets. On a accès à l'OIT. Elles n'y ont pas accès. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ramené ces travailleuses domestiques organisées dans le cadre de ce syndicat à Genève, à l'OIT, où elles ont rencontré leur ministre du Travail qui était là. Donc ça, pour nous, c'était vraiment une victoire en termes de plaidoyer. On les a soutenues, on était à leur côté et elles ont pu plaider directement leur cause auprès de leur ministre du Travail qu'elles n'auraient pas pu croiser à Genève. Donc tout y était... Voilà, mais tu vois bien, ça c'est une action de plaidoyer et le coût, il rentre dedans parce que du coup on a payé le déplacement, mais c'est compliqué. En fait, il ne faut pas imaginer, en fait, on n'est pas chargé de projet, on n'a pas une coordination de projet où on dit... il y a un aspect gestion de projet sur... Il y a un aspect gestion de projet. Tout à l'heure, tu me demandais comment étaient financées nos actions. Alors, mes collègues en dignité au travail, elles sont financées à 80 ou 90% par l'Union européenne. Mais globalement, l'association, elle tient sur ses 2 pattes aussi, essentiellement.
C'est ça, de par nos collectes. Mais du coup, oui, alors donc l'aspect gestion de projet, c'est que nous, on a autour de 500 000, enfin, ça coûte à peu près 500 000 € sur 3 ans, les campagnes, parce que tu me disais que c'était important aussi d'être transparent sur cet aspect, et ça l'est. Du coup, ça, on a à le gérer, on a à dire, bah tiens, il y a ça comme masse salariale, il y a ça comme plaidoyer, il y a ça, machin. Mais par contre, on ne s'engage pas à faire changer des lois en 2 ans avec un calendrier strict et un rétro-planning, quoi. Donc, non, c'est pas trop possible. Mais ce que je vous propose du coup, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire encore, peut-être s'arrêter très spécifiquement sur qu'est-ce que c'est le plaidoyer et quels sont un peu les éléments qui le constituent. Et puis après, on voit ensemble, vous, si vous avez des problématiques sur lesquelles vous souhaitez vous mobiliser dans le futur, à court ou à long terme, et voir comment on peut organiser ce plaidoyer, le structurer. Alors, le plaidoyer, on ne l'a pas nommé jusque-là, mais je pense qu'on s'en est rapproché à plusieurs reprises. C'est ce mode d'intervention, je l'ai écrit pour pas vous dire de bêtises, c'est ce mode d'intervention qui consiste à influencer du coup les lieux de pouvoir ou les personnes dépositaires et dépositaires de pouvoir ou décisionnaires à l'aide de leviers et de modes d'action. On en a identifié certains jusque-là. Pourquoi ? En vue d'obtenir des changements de politique durables. Donc c'est très simple. C'est le mode d'intervention qui consiste à aller vers et interpeller des personnes, des responsables politiques, à l'aide de modes d'action plutôt convenus, mais on va voir qu'il y a aussi de la place pour la créativité, pour obtenir du changement politique. Vous voyez déjà sur cette définition, on identifie 3 éléments. D'abord, on identifie les cibles, ceux vers qui le plaidoyer est destiné. Donc les personnes qui sont détentrices de pouvoir politique. Ensuite, cette phrase définit les moyens, c'est-à-dire quels moyens sont mis en œuvre, pour arriver du coup à ce changement de politique, quelles sont les modalités d'action, on en a parlé. Et enfin, on voit bien qu'il y a cet aspect objectif, donc en vue de créer du changement politique ou de peser ou d'influencer les stratégies des politiques. Donc ça c'est résumé, c'était très bien résumé par le collègue avant son départ, par 3 questions, les quoi, qui et comment du plaidoyer, qui vont faire qu'on va pouvoir définir sa stratégie de plaidoyer avant de se lancer, avant de se dire en fait moi ce sujet m'intéresse. On peut aussi se poser quelques questions pour structurer un peu son narratif de plaidoyer. Donc on a ces 3 questions à se poser. D'abord, quoi ? On en a parlé. Comment, j'allais dire, contextualiser le problème ou problématiser le contexte, mais en tout cas, identifier ce truc qui ne marche pas, qui nous pose problème. Que ce soit la responsabilité des multinationales dans les violences, ça peut être, on a parlé des OGM tout à l'heure, ça peut être de se dire, en fait, pourquoi les femmes payent aussi cher pour les protections périodiques, voilà. C'était ces thématiques-là plus largement. Donc, avant de se lancer dans du plaidoyer, il faut identifier un problème précis, une question précise, avec des déterminants précis. Ça, vous imaginez bien qu'on ne peut pas se lancer sans. Ça nécessite d'identifier aussi les cadres, les dispositifs qu'il y a existants. La problématique que vous identifierez est sans doute liée à un cadre politique, un cadre stratégique, législatif, etc. Et tout ça, il faudrait l'avoir en tête. Il faut se demander si on est en train de demander quelque chose qui est nouveau. Par exemple, pourquoi pas la gratuité des protections périodiques, ou est-ce qu'on est en train de pointer une insuffisance de la part de l'État, un manquement, et on dit, en fait, vous l'avez ratifié la Convention 190, mais moi, il y a l'aspect violence sur les chaînes de valeur qui n'apparaît pas, et donc ça serait bien de travailler là-dessus.
Donc voilà, tout ça nous permet d'avoir un problème qui est contextualisé et avec lequel on est, sur lequel on ne peut pas être pris de court si par la suite on organisait des modes d'action à ce sujet. Il faut également identifier les objectifs. Là encore, on peut distinguer 2 types d'objectifs. Est-ce qu'on veut du changement à long terme ? Donc, on est en train de créer une loi sur le devoir de vigilance qui va vraiment être structurellement modifiée, enfin c'est le souhait, les rapports entre les entreprises, les multinationales et de l'autre côté les ouvriers et ouvrières qui y travaillent. Et sinon, on a aussi des changements plus spécifiques, plus ponctuels, qui ne sont pas structurels, mais qui, à terme, mis bout à bout, un jour arrivent à faire naître un objectif plus général. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, on a analysé le contexte, on a produit de la connaissance sur ces thématiques-là, on a défini le cadre dans lequel ce problème-là est posé et on a identifié plus ou moins les objectifs qu'on a en tête pour ce plaidoyer-là. Ensuite, il y a la question de la cible. Et ça, c'est, comme vous vous en doutez, extrêmement important. D'abord, il faudrait identifier l'échelle politique. On a parlé de plaidoyer local via des militants et militantes de terrain. Et on a vu des délégations à l'ONU. Donc on a quand même une échelle très très large en fait entre le local et l'international, mais il faut imaginer, je crois que je l'ai mis là, il faut imaginer une échelle politique avec un local, régional, national, international. Ça a été dit par le collègue également. Ensuite, il faut identifier les cibles. Est-ce que c'est un ministère ? Est-ce que c'est un député ou une députée parce qu'on estime qu'elle peut porter cette question-là au Parlement. Enfin, ces questions-là sont à se poser. Moi, je vous ai mis là sur le cible un exemple avec un ministre. Donc les ministres, c'est quand même un gros niveau de plaidoyer. Pour atteindre notre cible, il faut définir une série de personnes qui vont influencer les prises de décision de cette cible-là. C'est-à-dire que le ministre, il ne décide pas tout seul. Pour accéder au ministre, on a un premier cercle. Et ce premier cercle, ça va être son cabinet, avec son directrice ou sa directrice de cabinet. Ça va être ses collaborateurs ou collaboratrices, qui sont souvent beaucoup plus accessibles que les ministres eux-mêmes. Ça va être des institutions publiques, et une erreur sur comment c'est écrit, et les députés, y compris et en particulier des députés qui lui sont proches politiquement. Ça, c'est la première sphère. Si on atteint cette sphère-là, c'est déjà un gros bingo. Si on arrive à avoir la bonne oreille de ces personnes-là, c'est déjà une très belle étape sur notre travail de plaidoyer. Et ensuite, plus largement, il y a du coup cette deuxième sphère qui va être constituée de médias, typiquement, si on a plein de journaux qui écrivent sur le devoir de vigilance en alertant sur les manquements de cette loi-là, on peut imaginer que par un effet domino, ça arrive jusqu'au premier, puis jusqu'au premier sphère, puis jusqu'au ministre lui-même. On a également le grand public, si on organise des mobilisations qui rassemblent des centaines de milliers de personnes, si on a des pétitions qui circulent avec des centaines de milliers de signatures, là encore, on peut imaginer par ce même effet que ça arrive jusqu'à l'oreille de la personne qu'on a ciblée, c'est-à-dire le ministre. Voilà. Ensuite, la question qu'il faut se poser, et je pense que c'est sur celle-ci qu'on va... je propose qu'on reste un peu de temps là-dessus, c'est comment ? C'est justement ces modes d'action-là, ces méthodologies-là qu'on met en place pour atteindre notre cible d'influence. On en identifie 4. Je pense qu'il y a plusieurs écoles et selon les personnes vous diraient qu'il y en a peut-être plus ou peut-être moins, mais en tout cas nous on en identifie 4. D'abord on identifie tout ce qui est lobbying.
Alors ça, c'est peut-être un peu... Ça apporte un peu de confusion parce que jusque-là, on avait dit le lobbying, c'est les méchants et le plaidoyer, c'est nous, c'est les gentils. Nous, ce qu'on identifie comme lobbying, c'est tout ce qui est rendez-vous décideurs et décideuses politiques, c'est échange vraiment, ce qu'on se disait tout à l'heure sur cet aspect un peu couloir, c'est les réunions qu'on va arriver à obtenir et pour discuter directement d'une loi, par exemple, avec un ou une cible. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est de l'expertise. Donc, c'est important de créer de l'expertise, de faire en sorte que quand on va chez les cibles, eux et elles ont accès à des notes de position, à des notes de cadrage qui vont faire qu'une fois partis, ils vont relire sans doute pas tout, mais on se dit qu'ils peuvent retenir quelques éléments qui vont aller en notre faveur. Le troisième point, c'est comment on interpelle et comment on alerte les médias. Et puis finalement, ça c'est assez clair, comment on peut utiliser ou à créer du lien avec les médias qui vont faire écho et diffuser plus largement notre message de plaidoyer. Et puis finalement, la question qui est revenue pas mal de fois, comment utiliser la mobilisation des gens, du public, pour interpeller plus largement les personnalités publiques. Ici, je vous avais mis acteurs et actrices, mais ça, on en a parlé tout à l'heure, qu'effectivement, il faut bien garder en tête que la société civile n'est pas la seule à mener du plaidoyer. Il y a aussi les institutions publiques, il y a les élus qui, eux et elles-mêmes, font du plaidoyer un peu en interne dans les sphères du pouvoir. Et il y a bien sûr les entreprises et le domaine du privé qui fait le plus gros du travail de lobbying en France. Sur le lobbying, c'est tout ce qui est rendez-vous avec les décideurs, décideuses. On a parlé des délégations qu'on pouvait inviter à l'OIT ou à l'Assemblée nationale. Moi, j'avais vu il y a 2 ans, par exemple, Pamela Anderson à l'Assemblée nationale, je l'avais vue à la télé, pour parler du bien-être animal. Les supports plaidoyers, donc par exemple les notes de positionnement. Et sinon, les courriers. Nous, on a une manière de fonctionner à ActionAid. On utilise beaucoup des pétitions qu'on appelle les appels urgents. Ces appels urgents vont traiter de manière très spécifique d'une problématique, c'est-à-dire dites à Yves Rocher de prévenir les violences sur les chaînes de valeur. Souvent, on a fonctionné d'une manière à ce que ces appels urgents, c'est du papier. Et sur ce papier-là, il y avait la possibilité d'envoyer directement un mot à l'entreprise concernée, de l'interpeller directement. Et de la même manière, quand il s'agissait de campagnes de plaidoyer, on pouvait directement envoyer un courrier au ministère responsable, au ministère de tutelle. Donc les courriers, ça marche très très bien. Et nous, c'est chouette parce que quand on arrive à quantifier combien de courriers sont partis au ministère, c'est vraiment une information qui est importante pour nous et qui nous permet de mieux porter notre lutte. Ensuite, on a la question de l'expertise. Ça, c'est assez clair. On a parlé des notes, des rapports, des enquêtes, etc. Il y a aussi la partie veille. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui est plus simple quand on a beaucoup de bénévoles ou de militantes ou des salariés, c'est-à-dire des personnes qui vont faire de la veille stratégique sur des sujets, sur le devoir de vigilance par exemple, lire chaque article. Nous, on a des alertes par exemple sur le devoir de vigilance, donc à chaque fois des alertes Google. Du coup, dès qu'il y a un article sur le devoir de vigilance, c'est Yves Rocher qui écrit, je sais qu'il arrive sur mon mail, j'ai mon alerte et moi je lis chaque article qui est publié. Mais c'est beaucoup de travail et c'est pour ça que je dis il faut de la ressource humaine, qu'elle soit salariée ou militante, mais c'est un aspect vraiment important du travail et du suivi. Ensuite, on a l'aspect média. On a parlé tout à l'heure de tribunes, de lettres ouvertes, donc ce qu'on peut retrouver sur les médias. On a des communiqués de presse qui nous permettent dans le meilleur des cas d'obtenir des interviews. On a eu un super communiqué de presse par exemple pour Yves Rocher il y a une semaine et derrière des journalistes nous ont appelés pour dire ça serait bien qu'on en parle. On a tout ce qui est communication digitale sur les réseaux sociaux, sur le contenu en ligne et on a la partie mobilisation dans le sens où
on invite des médias à un rassemblement par exemple, quand on a fait notre diffusion de tracts devant Yves Rocher, il n'y avait pas de médias, on n'en avait pas invité. Et en fait, c'est dommage parce qu'on ne peut pas utiliser, on a pris quelques photos, mais ce n'est pas vraiment un outil intéressant. Et enfin, il y a la partie mobilisation en général. C'est ce dont on a parlé à plusieurs reprises, d'organiser des manifs, organiser des rassemblements, envoyer des pétitions en ligne et utiliser les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire, moi, en matière de... en matière de modalités d'action, en matière de plaidoyer. Ensuite, je vous avais mis quelques exemples, des exemples plus ou moins connus, pour un peu rendre plus visibles certains de ces modalités d'action. Là, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais juste avant les Gilets jaunes, il y avait une dame qui s'appelait Priscilla Ludowski, je crois, qui avait fait qui est une des personnes qui ont porté le mouvement des Gilets jaunes et qui était à l'initiative de ce mouvement-là. Donc elle avait lancé une pétition pour une baisse des prix du carburant à la pompe. C'est très d'actualité encore quelques années après. Mais voilà, là c'est des pétitions en ligne. Jean-Marie en avait parlé, il y a des sites qui se spécialisent dans ces pétitions-là, c'est gratuit. Vous y allez, vous mettez votre pétition, vous mettez à qui elle est adressée. Ici, elle était adressée à François de Rugy, qui était ministre de la Transition écologique et solidaire à l'époque. Mais il y a également Emmanuel Macron et 2 autres personnes, j'arriverai pas à cliquer dessus. Et donc là, on a un exemple de pétitions qui ont une visée de plaidoyer. Donc après, derrière, il y avait plus d'1 million de signatures qui ont été déposées sur le bureau de François de Rugy. Ça c'était en 2018. Hop, je l'ai mis en 2 fois. Ensuite, on avait... ça, c'est une autre campagne qui est une campagne du planning familial. Le planning familial, moi, j'y ai bossé pendant longtemps. Et franchement, quand j'ai commencé au planning, c'était en 2014 peut-être. Et il y avait déjà la question de faire du plaidoyer pour allonger les délais de l'interruption volontaire de grossesse, de l'IVG. J'étais chargée de plaidoyer à l'époque là-bas, et les chargés de plaidoyer depuis n'ont eu de cesse de travailler sur cette seule question. C'est passé, là ça a été adopté il y a quelques semaines seulement, et pourtant c'est vraiment un travail, pour le coup je pense qu'il avait commencé bien avant mon arrivée, et heureusement aujourd'hui il a été arraché par le planning familial et d'autres organisations. Typiquement, tu vois, là sur les coûts, on ne peut pas les quantifier réellement. En revanche, on peut se dire que sur les modalités d'action, on a eu un peu un florilège sur plusieurs années de toutes ces modes d'action-là. Les collègues ont été rencontrer des décideurs et des décideuses politiques pour plaider leur cause. Elles ont dû identifier une sénatrice, je crois, alliée, qui s'appelle Alban Gaillot, qui a porté le projet de loi avec elle tout le long. Elles ont écrit des rapports, elles ont créé des supports et de l'expertise sur le sujet. Elles se sont entourées d'experts et d'expertes, notamment de gynécologues, de sages-femmes. Elles ont utilisé les médias comme elles le pouvaient, et à bon escient, etc. Et donc tout ça a fait que plusieurs années après, une opportunité s'est ouverte. Et puis, la réalité des gens avance, les réalités avancent, et puis avec, des fois, le changement s'opère aussi de cette manière-là. Et elles ont obtenu gain de cause plusieurs années après. Voilà, donc je pense que c'est tout pour moi en matière de présentation un peu de ce qui se fait concrètement en termes de plaidoyer. Est-ce que je fais tourner un chapeau où on met des problématiques et ensuite on se sépare en groupes et chaque groupe travaille sur des modes d'action pour faire du plaidoyer? Ça vous irait, ça? J'ai fait un petit tableau très simple.
On va identifier ensemble trois problématiques larges. Là, j'ai mis 4 groupes, mais ça peut être 4 groupes de 4. Voilà. On va identifier le contexte, en quoi ça vous semble problématique et en quoi il faut avoir en quoi il faudrait se mobiliser sur ces questions-là. Ensuite, je vous propose d'identifier les cibles que vous allez identifier et que vous allez aller chercher et contacter. Les cibles premières, bien sûr, mais aussi toute cette petite cascade de sphères d'influence que vous allez devoir aller chercher. Ensuite, je vous propose justement d'intégrer un élément un peu chiffré à la fois sur le coût. Est-ce que vous pensez que ça va vous coûter? Combien ça va vous coûter? Où est-ce que ça va vous coûter? Et vous allez voir qu'en fait, c'est compliqué quand on dit moi, je lutte pour qu'il n'y ait plus d'OGM dans le monde. En fait, c'est compliqué de mettre un chiffre dessus et un calendrier, mais je vous propose de faire un ratio coût-durée. Et ensuite, je vous propose d'identifier quelques modes d'action, ce que vous compteriez faire si demain, si demain, par exemple, vous voulez mettre en place une campagne de plaidoyer. Est-ce que ça vous va ? L'article 1, c'est qu'on doit être l'école de la confiance. Pas le plaidoyer, par contre. Le plaidoyer, c'est l'inverse. Si jamais on se disait qu'on devait justement mener une action, on a 3 actions à mener, laquelle on met de chances d'aboutir. C'est-à-dire que le moyen de pression du parti politique... Parce que c'est là-bas que le problème, il est... C'est vrai que les lobbies pharmaceutiques se gavent. Une autre thématique intéressante, c'est le 2 poids 2 mesures sur la situation des migrants. Suggestion, jusqu'à 25 ans. Entre parenthèses, ce sont les étudiantes. Ah oui, tu veux dire. Ah oui, mais tu sais, tu as des femmes en difficulté. C'est ce que je Ah, d'accord. Pour les Palestiniens, c'est pareil, il y a une petite orientation aussi. Donc c'est... J'engage ma structure, c'est-à-dire tous mes bénévoles, tous mes adhérents, tous mes donateurs s'engagent à ça. Dans l'expectative, il y en a 2, oui, il y en a 2 quand même. Quand on a fait des manifestations contre la réforme du lycée. Voilà, ça met en lumière la différence de traitement. Voilà, oui, c'est ça. Donc plutôt met en lumière plutôt que en nuit. Oui. Ouais. Si on doit les aborder, différemment. Oui, c'est ça. Il y a déjà du concret en place. Parce que le flux, nous, on n'a pas d'action sur le flux migratoire. Oui, dans l'accueil. À mon avis, il va y avoir des campagnes là-dessus. Hein. Oui, voilà. Il y aura une campagne là-dessus, c'est pas possible. On ne peut pas laisser passer ça. Est-ce qu'on commence par ma droite ? À gauche plutôt ? On commence par la gauche. Parce que notre contexte, on a choisi comment rendre gratuit sur des protections périodiques pour permettre à la femme d'avoir une hygiène intime correcte, de répondre à un manque de moyens et de garantir la dignité aux femmes dans un accès équitable. Là, les cibles, donc, ça concerne les femmes réglées. On a mis 2 groupes de cibles, les jeunes femmes en collège, lycée, université, et les femmes dans les entreprises, en difficulté, en précarité. Pas forcément dans les entreprises. Les femmes en précarité. Très bien. En fait, moi, ce que je vois 2 choses sur votre proposition. Je vois effectivement une campagne de sensibilisation à l'endroit des établissements scolaires, à l'endroit des personnes directement impactées. Et je vois de l'autre côté, effectivement, avec pour cible à sensibiliser les femmes et les jeunes femmes. Et de l'autre côté, je vois une proposition aussi de campagne plaidoyer qui s'adresse là plutôt à des décideurs et des décideuses politiques. Donc effectivement, où là, la cible serait ces responsables politiques-là. Et également, je vois une interpellation des responsables économiques et donc des chefs d'entreprise de chez Nana ou de chez Always qui pourraient être mobilisés dans le cadre de cette campagne-là. C'est tout bon de votre côté ? Super, je vous remercie. Le deuxième groupe, je crois que vous avez travaillé sur plusieurs thématiques. Oui, nous sommes les mauvais élèves. En fait, on avait
Il y avait plusieurs thèmes, donc on a discuté des thèmes et de l'opportunité de travailler sur ces thèmes. Donc il y en avait 3. Et puis on a essayé surtout de poser le problème, d'avoir le contexte et de poser clairement. Et puis ensuite, à partir de cette clarté qui aurait été générée, pouvoir choisir le thème. On en est resté là. Donc d'abord, la guerre en Ukraine met en lumière les différences de traitement injustifiables dans l'accueil des migrants. C'est vrai. D'accord. Ensuite, le second, la marchandisation des médicaments par les groupes pharmaceutiques fait barrage à la gratuité de ces médicaments dans les pays pauvres. Le dernier, le commerce avec les colonies israéliennes est complice d'une occupation illégale contraire au droit international. Et puis on allait passer à la cible, on était très enthousiastes et on n'est pas allé plus loin. Eh bien, faisons-le ensemble. Alors prenons par exemple sur la guerre en Ukraine, la différence de traitement entre les migrants et migrantes selon leur nationalité. Certaines de mauvaise foi diront la couleur de peau peut-être. Quel type d'alliance on peut créer? Avec qui on peut porter ce plaidoyer? Vous êtes une ONG, vous allez chercher de l'appui auprès de quels autres assos? Vous avez des assos en tête, des collectifs, des orgas avec qui on peut se mobiliser? La Croix-Rouge. Qui d'autre? Oui, exactement. Vous devez en avoir des locaux ici à Besançon? Oui, oui, donc des associations qui s'occupent des migrants, comme le collectif Solmiré. Il y a aussi l'Association nationale des villes et territoires accueillants, l'ANVITA. Il y a du monde. Voilà. Et donc vous allez tous et toutes au créneau et vous interpellez... Vous interpellez qui? On interpelle qui là-dessus? Je crois que c'est les différents États, enfin c'est l'Union européenne. L'Union européenne? C'est ça? Si. La Commission européenne. Ouais. Qui d'autre sur des aspects plus proches de nous encore que l'Union européenne? La préfecture, elle a ça comme périmètre. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut leur demander typiquement à la préfecture? De généraliser les dispositions. Exactement. Voilà. Si Besançon est comme d'autres villes en France que j'ai en tête, on a découvert qu'en fait on pouvait débloquer des places en centre d'hébergement. On a découvert en fait que si c'était possible de loger des gens. Donc ça serait bien d'effectivement diffuser plus largement ces dispositifs-là. Voilà. Et comment on va s'organiser avec nos copains, copines de chez la Croix-Rouge, la CIMAD, les orgas que vous avez cités? On a notre message, on est nombreux et nombreuses. Qu'est-ce qu'on fait comme mode d'action? Une pétition, voilà. On va sur change.org, on fait notre pétition. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Des manifs, ouais. Je vois que vous êtes plus mobilisation, action de rue. Je vois que vous voulez faire la bagarre en manif. Mais on peut aussi faire des tribunes. On peut, ce qu'on s'est dit, on peut effectivement recueillir des témoignages des personnes ou réfugiés ou les personnes qui les accueillent, et créer de l'expertise, créer des documents qui vont faire qu'on va avoir des arguments solides à apporter à notre préfet ou sous-préfet, préfète ou autre. C'est bon pour vous, pour le deuxième groupe? Merci pour cet exemple. Le troisième. Tu vas? Allez, c'est parti. Notre thème, c'est les ingrédients invisibles, notre nourriture, notre avenir. Le contexte, nous avons dit, c'est les conditions de travail, violence sexuelle, les engrais, les pesticides, l'environnement et la santé. Et au niveau des cibles, l'industriel, l'industrie, les députés de France et de l'Union européenne, l'ONU, l'OIT et FAO. La FAO, c'est quoi? Là? Vous pouvez dire, vous voyez ce que c'est? Organisation alimentaire. C'est un des organismes de l'ONU. Exactement.
qui est géré par la femme de Thomas Pesquet. Du coup, je dirais, nous avons comme gestion imprimerie, non, ça va. Le taux de travail, les rencontres et les déplacements. Le mode d'action, nous avons, en faisant des campagnes de sensibilisation, des affiches, des tracts, et en allant jusqu'aux portes des usines. Nous avons aussi des pétitions, des menaces, des boycotts, et les médias et aussi les clients. Super, très exhaustif. Vous étiez un peu aidé par le fait que c'est une campagne en cours de ActionAid. C'est de nos campagnes, voilà. J'avais quelques billes. Tu veux peut-être dire un mot ou deux dessus? Voilà, c'est une campagne donc, sur les ingrédients invisibles. Donc les ingrédients invisibles, parmi lesquels donc, on revient aussi sur les conditions des femmes. Donc il y a les conditions de travail, il y a les violences sexistes et sexuelles qui se retrouvent. Voilà. Alors après, des ingrédients invisibles, c'est dans l'alimentation, hein, c'est beaucoup dans l'alimentation, c'est pour ça qu'on a dit des ingrédients invisibles. Non, c'est pas forcément ça. C'est vraiment c'est encore plus insidieux que ça. C'est-à-dire c'est les conditions de travail, c'est sur les conditions de travail, c'est sur je sais pas, dans les serres en Espagne par exemple, où on va faire travailler des travailleurs migrants pendant des heures et des heures. C'est aussi le travail caché, c'est aussi le travail illégal, ouais. Les migrants en Italie aussi, dans les plantations de tomates, il y a des choses comme ça. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se font dans le travail invisible. Je sais pas si tu l'as, non? C'est pas ça? Oui, c'est bien ça, ouais. C'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc c'est la campagne à l'assaut des ingrédients invisibles. À l'assaut des ingrédients invisibles, donc accaparement des terres, exploitation des travailleuses et travailleurs sous-payés, violences sexistes et sexuelles. Ces violations des droits humains restent souvent invisibles pour nous. Pourtant, elles se cachent dans nos produits laitiers, nos jus d'orange, notre café du matin et plus encore. Et si une nouvelle directive européenne venait changer la donne, merci de joindre votre voix à la nôtre. Voilà. Cette interpellation, ce travail, ces campagnes-là, elle est intéressante parce qu'elle a un niveau européen, donc assez large. Elle est également intéressante parce qu'on demande, nous, aux personnes qu'on va mobiliser, d'aller interpeller les entreprises directement. Donc on demande aux entreprises de prendre les responsabilités via les consommateurs, consommatrices qui demandent des comptes. On a une pétition en ligne que vous pouvez signer et qui sera donc présentée par mes collègues chargés de campagne et chargés de campagne adjointe avec la coalition à des responsables politiques plutôt de l'Union européenne. C'est un projet cofinancé par l'Union européenne et souvent on a des kits de mobilisation, c'est-à-dire que vous, ça vous intéresse, vous souhaitez organiser un temps autour de cette question-là, mobiliser des gens autour de vous, vous allez trouver des tracts, vous allez trouver des affiches, vous allez trouver des éléments de langage et de communication pour justement pouvoir diffuser au maximum cette information. Merci beaucoup pour la présentation du coup de cette dernière proposition. De mon côté, je n'ai plus grand-chose à vous dire à part vous remercier d'avoir participé à ce petit quiz et puis plus généralement de nous avoir écoutés depuis le début de la journée. J'ai beaucoup de pétitions sur le net et je voulais savoir comment vérifier qu'on signe quelque chose qui est légal, quoi, qui est fait par des vraies actions. Voilà, je sais pas. Alors, qui est légal? Bon, ça, c'est aussi. Ça, c'est à voir. Enfin, c'est vous aussi qui voyez, qui lisez ce que vous vous apprêtez à signer. Après, nous avons des sites un peu références sur des questions de changement social, de transformation sociale, comme change.org, comme Avaz, comme Some of Us. C'est des plateformes de pétition avec lesquelles nous, on travaille. Sur l'affaire Yves Rocher, par exemple, nous,
sur les bonnes campagnes, on touche 100 000 personnes. 120, on a touché avec Yves Rocher, 120 000. Mais en travaillant avec Havas, on passe tout de suite à 300 000 personnes parce que eux et elles ont un impact beaucoup plus fort et un public beaucoup plus... Enfin, ils ont les listes de signataires, et donc ils envoient des mails, ça bombarde de partout. Après, vous faites aussi confiance à certaines organisations. Donc vous pouvez signer les pétitions qu'elles diffusent ou qu'elles rendent visibles. Donc ça peut être une piste aussi. Et on travaille avec Havas, on a travaillé avec Some of Us. C'est pas systématique. On a des plateformes de pétitions qui sont à nous, comme là sur le projet notre alimentation, notre avenir. On a une pétition qu'on a créée nous avec notre coalition. C'est pas systématique. Sur l'affaire Yves Rocher, c'était eux qui nous avaient contactés en nous disant super ce que vous faites, nous on est prêts à amplifier, à donner de la voix à votre pétition, et on a dit banco. Mais ça dépend vraiment des sujets. C'est pas un accord régulier. Non, c'est vraiment par opportunité. Après, c'est toute une question de politique, ça ne nous concerne pas, c'est un autre sujet. Oui, bien sûr, complètement. Écoutez, je crois que on va peut-être clore là-dessus. Les uns et les autres doivent nous quitter. Merci pour cet éclairage, pour cette journée passée en notre compagnie. Merci à vous tous. Et pour nous, là, si vous voulez, nous avons les accordéonistes et les danseurs qui nous attendent pour nous faire terminer l'après-midi en joie et en activité physique. Vous venez danser maintenant. Ça y est, merci.